Bonjour tout le monde. En montant la vidéo, je me suis rendu compte que j'avais filmé dans le mauvais format en vertical avec mon téléphone. Donc je vais combler le vide avec d'autres vidéos pour illustrer ce que je dis. Mais si vous aimez pas, vous pouvez complètement écouter cette vidéo comme un podcast, simplement en audio, ça marche très bien aussi. Allez, bonne vidéo. Bonjour, bonjour. Je suis hyper content de vous retrouver pour un nouveau vlog. Ça faisait longtemps que j'en avais pas fait. J'avais démarré en début de saison et au final, je pensais pouvoir en faire régulièrement toute la saison. Mais pour moi, l'été, c'est très très chargé et je n'ai pas du tout eu le temps. J'ai complètement sous-estimé la tâche et l'assiduité qu'il faut avoir. Donc voilà, on se retrouve là, on est en novembre et donc ça faisait longtemps que j'en avais pas fait. Je vais pouvoir vous faire un petit bilan de ma saison, un petit bilan des aménagements que je vous avais montrés sur mon petit terrain. Et je vais pouvoir aussi vous parler de ce nouveau terrain, un nouveau terrain de jeu d'un hectare que j'ai pu acheter au milieu d'année. Donc voilà, je vais vous parler de tout ça. Donc oui, j'avais pas trop le temps cet été et surtout que ça a été, je pense, un petit peu moins intéressant que prévu. C'est-à-dire que le petit terrain que je vais montrer les débuts d'aménagement, le but de celui-ci c'était déménager ma serre, de l'agrandir, de l'aménager encore mieux et de faire une plus grosse production de micro-pousses, mais aussi de démarrer un peu de diversification, fleurs comestibles et puis me diversifier encore un petit peu plus. Alors j'ai fait des fleurs comestibles cette année, mais j'ai pas pu déplacer ma serre pour des raisons administratives. Ça a pris du retard. J'ai eu les réponses, donc c'est quand même des réponses positives, donc c'est cool, mais je les ai eues que courant juin. Et donc pour moi, en juin, c'est vraiment trop tard pour démarrer, en tout cas pour démarrer un déplacement de serre, puis aménagement et tout. Ça m'aurait mis vraiment dans le rouge toute la saison. Après, j'aurais fait que courir pour rattraper le temps perdu. Généralement, je finis mes démarchages pour toute la saison auprès des restos ou autres au maximum en mai. Et après, en fait, je fais que de la production et de la livraison. J'ai pas spécialement besoin de redémarcher en cours de saison. Mais là, le fait de démarrer en juin, mi-juin peut-être, et redémarrer la prod et tout, ça m'aurait enlevé un mois complet. Et ça m'aurait enlevé, je pense, beaucoup de contrats ou de clients en tout cas pour toute la saison, donc ça aurait pas mal joué. Vu que les plans ont changé, j'ai pas non plus continué pour cette raison-là les vlogs, mais là je vais pouvoir m'y remettre et vous montrer un petit peu les évolutions des différents terrains à chaque fois. Donc pour rappel, le petit terrain dont je parle, donc il fait 1750 mètres carrés, j'ai pu l'acheter en tout début d'année, année 2025. J'ai commencé à planter des arbres, à l'aménager, à préparer des bandes de culture. Et j'ai pu quand même cultiver des fleurs comestibles dessus, pour le côté professionnel, pour tester aussi d'autres variétés, voir un petit peu les différents rendements, voir la manière dont on peut les cultiver pour avoir des beaux résultats aussi. Donc ça c'était pas mal, pour le coup j'ai eu des bons résultats en fleurs comestibles. Et j'ai fait aussi quelques légumes. Alors j'ai fait que les légumes faciles parce que je savais que c'était une année test, plus une année pour tester la terre, tester le sol, tester le microclimat, voir un petit peu les différents aménagements, la praticité du truc. Donc au final j'ai fait alors les légumes faciles, c'est quoi? Ça va être des courges, des courgettes, des pâtissons, des fraises, de la rhubarbe. J'ai fait quelques melons aussi. Et voilà, donc en gros ça va pousser hyper bien. Il y a juste les fraises qui ont un peu souffert du manque d'irrigation que j'avais pas du tout mis en place parce que j'avais pas eu le temps, j'avais pas spécialement l'infrastructure pour, et puis j'avais pas les autorisations encore de la mairie pour pouvoir faire venir l'eau du réseau. Donc voilà. Donc ça a un peu souffert, mais sinon tout le reste ça a bien poussé, même sans eau au début de saison et avec de l'eau qui était plutôt pas mal pour le coup toute la saison. C'était une année où il y avait en tout cas ici de l'eau assez régulièrement. Et donc j'ai pas eu besoin d'arroser à partir du mois de juillet, j'avais pas eu besoin d'arroser quoi. C'était l'avant-saison qui était un petit peu dure au niveau de l'eau, où il y avait pas mal de périodes sèches. Et sur la partie micro-pousse, je me suis dit tant qu'à faire, quitte à ne pas pouvoir déplacer ma serre, à m'agrandir, à faire respecter le plan que je voulais, autant peut-être tourner au minimum. Donc je passais maximum 15 heures par semaine sur ça. Je travaille qu'avec mes clients fidèles. Je ne suis pas allé forcément beaucoup redémarcher derrière pour avoir une grosse production et tout. J'ai fait un peu le minimum pour me libérer le plus de temps possible. J'ai pu me concentrer du coup sur les formations, sur les accompagnements que je fais sur la production de micro-pousses.
Et donc j'ai beaucoup développé ce côté-là. Il y a pas mal de choses d'ailleurs dans la formation qui vont évoluer ces prochaines semaines et ces prochains mois. Si le sujet vous intéresse, n'hésitez pas à regarder en description de la vidéo les différents liens. Et donc je me suis concentré là-dessus. Je me suis pas mal concentré aussi sur le fait d'aller designer ces nouveaux terrains, d'aller réfléchir un petit peu aux différents aménagements. Donc ça c'était un gros point aussi. Ça prend au final pas mal de temps. Et puis j'ai fait pas mal de choses administratives, pas très sexy, mais qui font partie du truc, qui font partie du parcours aussi. Et j'en parlerai un petit peu plutôt à la fin de la vidéo pour le coup. Donc ce petit terrain, il a plutôt bien produit cette année. Même si c'était au minimum et tout, très peu de temps passé. C'est vrai que j'ai pas chiffré le temps passé sur ce terrain, mais je suis arrivé à des résultats où je trouve très satisfaisants pour le très peu d'heures passées dessus. Alors on peut pas parler d'une vraie production, je pense qu'on parle plutôt d'un grand potager que d'une petite production professionnelle. Mais voilà, c'était vraiment quelques heures par semaine, mais très peu quoi. Donc c'était des plutôt bons résultats, en tout cas ça m'a encouragé à continuer, la terre elle est bonne, le microclimat est bien, il y a effectivement quand même pas mal de vent dans cette zone, qui a d'ailleurs un petit peu couché certaines variétés de fleurs comestibles, et je pense que je ferai en sorte qu'elles soient un peu moins prises au vent les prochaines fois, quitte à mettre peut-être une sorte de treillis pour les garder vraiment droites. C'était le cas du bleuet notamment, qui avait tendance à se coucher avec le vent. Pas trop sur les autres, Cosmos, sur la bourrache, œillet d'Inde et tout. Ça c'était plutôt résistant, ça restait bien droit, ça restait productif bien longtemps. Mais le bleuet il était hyper productif au début, et je voyais que dès que plus ça soufflait, plus il se couchait, et la productivité elle descendait pas mal. C'était peut-être lié aussi à un semis, une plantation, un repiquage trop dense. À voir, c'est possible aussi. Mais bon, globalement c'est pas mal. Là, les prochaines étapes, c'est au final de rebâcher pour l'hiver, pour préparer, remettre tout au propre, rebâcher tout l'hiver, et comme ça, je pourrais faire des plantations assez tôt l'année prochaine. Plantation de fleurs, augmenter la partie légumes, où là j'aimerais bien avoir une production plus intéressante à proposer à des clients, d'abord à mes clients à qui je vends des micro-pousses et des fleurs comestibles, avant de voir d'autres personnes. Les autres on verra plutôt l'année d'après, les années suivantes. Là je vais encore faire une année assez test, mais plus test professionnel que test découverte comme cette année là. Donc je vais devoir aussi mettre un petit peu plus de moyens, et tout ça c'est très lié je trouve, dans beaucoup de cas, à notre capacité à pouvoir avoir un réseau d'irrigation, avoir une source d'eau qui fait qu'on peut avoir une production professionnelle. Et je trouve que c'est le grand changement entre le fait d'avoir, en tout cas pour les terrains qui ne sont pas chez nous, parce que chez nous on a toujours accès à l'eau du réseau, ou alors même à de l'eau de pluie. C'est quand même assez facilement récupérable chez nous, parce qu'on a de la toiture, on peut faire de la récupération d'eau de pluie assez facilement. Quand on a un terrain isolé, la récupération d'eau de pluie elle est compliquée. Elle peut se faire, mais ça va être sur des plus petites surfaces où il faut quand même mettre pas mal de choses en place pour que ce soit possible. Et si on n'a pas l'eau du réseau, ni l'eau de puits, ni une source, et ça devient compliqué. Et donc ça fait un gros changement entre une installation un peu bancale et une installation plus professionnelle, quoi. Et donc là, l'année prochaine, j'aurai une source d'eau, j'aurai une entrée d'eau. J'aurai pas forcément besoin de beaucoup en débit ni en quantité, mais ça fera la petite différence pour que ça se lance bien les cultures, le temps que ça prenne bien, le temps que ça s'enracine bien. Et après ce sera quasiment autonome. Dans la zone où je suis, on n'a pas les gros problèmes de sécheresse, sauf cas exceptionnel, mais voilà. En tout cas je vais faire en sorte de ne pas avoir autant besoin que ça, avec du paillage, avec du couvert de sol, avec pas mal de choses différentes. Donc voilà pour ce petit terrain. Je vais aussi du coup redéplacer ma serre comme c'était prévu à la base, la déplacer je pense courant janvier. Je vais l'agrandir à peu près de 8 mètres. Donc là aujourd'hui elle faisait 18 mètres de long, donc elle en fera 26 pour 6 mètres de large, je crois que c'est ça. Donc voilà, en gros je vais passer de 100 mètres carrés à 150 mètres carrés à peu près. Grossièrement ça revient à ça. Et donc ça va me permettre de stocker un peu plus de matériel pour la partie maraîchage, et d'avoir une petite partie pépinière aussi pour des plants, pour le maraîchage, pour des fleurs et pour des arbres aussi, quoi.
tout en ayant du coup une pleine production de ma partie micro-pouces, alors qu'aujourd'hui je suis même pas encore en pleine production sur toute la partie qui était réservée au micro-pouces. Je pouvais encore doubler ma production sans problème, donc là ce sera le but de l'année prochaine en tout cas. Et le fait de tout avoir sur un petit terrain séparé de chez moi, ça permettra de pouvoir éventuellement faire de l'accueil de public. Donc ça c'est pas mal. Je sais qu'il y a pas mal de restaurateurs avec qui je travaille qui me demandent tout le temps quand est-ce qu'on peut venir chez toi, voir ta serre, voir tes produits, choisir sur place, etc. Et jusqu'à maintenant, vu que la serre était dans mon jardin chez moi, j'aimais pas trop. C'était pas ultra propre l'entrée. La serre elle-même à l'intérieur c'était nickel. Mais l'entrée pour y accéder, tu avais du stockage d'autres choses. Tu avais les voitures, tu avais pas mal de choses qui sont perso quoi. Qui font que ça rendait pas l'installation très pro, en tout cas vu de l'extérieur. Et donc j'avais pas spécialement envie d'accueillir des clients chez moi pour discuter de tout ça. Et puis faire peut-être une ou deux fois par an un accueil public libre pour faire découvrir la culture, montrer un peu ce que je fais et tout. Donc ça, ce serait un petit peu l'idée. J'espère pouvoir faire par exemple des portes ouvertes en juin, quelque chose comme ça, pour montrer un petit peu l'évolution du terrain aux gens qui sont autour, donc ça, ce serait pas mal. Alors ça, c'était tout ce qui concernait le petit terrain, 1750 mètres carrés. Et là, on va parler de ce nouveau terrain qui fait quasiment 1 hectare. Je mettrai des petites vidéos de vue aérienne pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Donc c'est un terrain un tout petit peu moins d'1 hectare que je trouve qui est une très bonne taille. Une très bonne taille pour faire pas mal de choses, c'est-à-dire qu'on peut faire le tour à pied quand même assez facilement. On n'a pas forcément besoin d'un tracteur, même si pour pas mal de choses, je pense que c'est utile d'avoir un micro-tracteur, mais en tout cas on peut démarrer pendant plusieurs années, faire de la production pendant plusieurs années sans avoir besoin de s'équiper d'engins lourds et de, entre guillemets, s'embêter avec tout ça, parce que c'est quand même des contraintes de coût d'achat, mais aussi d'entretien, de stockage, de pas mal de choses, donc voilà. Là, ça me permet de faire pas mal de choses avec des petits engins, de débroussailler avec une débroussailleuse à la main, etc. Et donc, ça limite quand même pas mal les coûts de beaucoup de choses. Pour un ordre d'idée, 1 hectare, c'est à peu près la parcelle de Jean-Martin Fortier, sa parcelle de production de base à l'origine. Donc voilà, donc on peut faire beaucoup de choses en maraîchage sur une surface comme ça. Après, il y a quand même quelques défauts dans cette parcelle. On va en revenir, on va en reparler tout à l'heure. Qu'on voit avec cette végétation hydromorphe. Donc on est en zone humide, donc ça je vais en reparler juste après. Avoir un petit peu les inconvénients que ça a. Et ça peut être tourné en avantage sur certains points. Mais ça veut dire qu'on ne fait pas tout ce qu'on veut et ce ne sera pas juste 1 hectare avec une production parfaitement linéaire sur toute la surface, parfaitement propre sur toute la surface. Il y aura des aménagements, il y aura une manière de faire qui sera un peu différente en fonction des zones, quoi. Donc ce terrain, je l'ai eu, j'ai eu le bon plan avec une voisine. J'ai passé quasiment 6 ans à chercher du terrain. Entre le moment où j'ai voulu m'installer, donc en tant que NIMA, je crois que c'est ça le terme, et le moment où je trouve des terrains. Donc là en 2025, j'en ai trouvé 2 qui sont juste à côté de chez moi. Et donc rétrospectivement, je trouve que c'est plus facile de trouver du terrain une fois qu'on est implanté dans une région, dans un territoire, parce que ça se fait en bouche à oreille. Les gens, ils vous connaissent, ils savent potentiellement que vous n'êtes pas là juste de passage ou juste pour faire une culture qu'ils ne vont pas aimer ou une manière de procéder qu'ils ne vont pas aimer. Là, le fait de pouvoir discuter avec des locaux, discuter avec vos voisins et tout, dans les villages, les choses se répètent assez vite et du coup, ça peut vous permettre d'avoir des opportunités que vous n'auriez jamais eues sur des petites annonces ou par la SAFER ou autre. Donc ça, c'est vraiment pas mal. En tout cas, quand on parle de petites surfaces, bien sûr, quand c'est des exploitations déjà en activité de 5, 10, 20 hectares ou 50 hectares ou plus, là forcément, ces plans-là, vous les avez directement avec la SAFER généralement, avec la Chambre d'agriculture, avec Terre de Liens, avec d'autres structures qui vont s'intéresser à des plus grandes structures et des vraies transmissions.
Mais quand on parle de terrain qui n'était pas forcément exploité derrière, enfin qui n'était pas forcément exploité avant ça, et c'est le cas de ce terrain où il y avait juste des chevaux à la base dessus, et ça, ces plans-là, vous les avez que en bouche à oreille, à la limite sur le Bon Coin ou des petites annonces comme ça, mais c'est quand même plus rare, quoi. En tout cas, si c'est sur le Bon Coin, c'est que généralement c'est passé déjà par toutes les personnes que le vendeur connaît, et donc c'est que généralement le terrain n'est pas si intéressant que ça pour pas mal de raisons, ou qu'il est beaucoup trop cher ou autre. Après, l'inconvénient d'avoir des petites parcelles comme j'ai, c'est qu'à chaque fois qu'on l'achète, il faut payer des frais de notaire qui sont généralement quasiment équivalents au prix du terrain. Et donc ça pique un peu de mettre de l'argent là-dedans. Ça retarde d'autres investissements forcément si vous êtes limité financièrement. Donc voilà. Mais bon, là c'était tellement juste à côté de chez moi que je pouvais pas vraiment refuser. Et c'était tellement des surfaces qui moi sont appropriées à mon projet. Et puis aussi un rêve depuis longtemps d'avoir mes propres terrains agricoles et de pouvoir cultiver la manière dont je veux dessus. Ça change énormément. Donc voilà. Le terrain, je l'ai entretenu là pendant quelques mois, enfin depuis en gros le printemps, un petit peu avant de l'acheter. Je voulais pas que ça parte en friche de manière trop dure. Et donc j'ai commencé à l'entretenir. En gros, il y a tout le pourtour qui est avec de la ronce qui est quand même très épaisse. Sur ce côté-là, il y a quasiment 6 mètres de largeur de ronce. Donc il y a quand même pas mal d'entretien. Il y a une zone au milieu, hop, ici là, où pareil, il y a de la ronce autour de quelques chaînes. Et avec du fil barbelé au milieu, donc c'est un petit peu galère à enlever. Mais une fois que ce sera fait, ce sera très cool. A priori, une des premières choses que je vais faire, ça va être d'enlever quasiment toute la ronce en périphérie. Parce que là, il y en a vraiment très épais et ça va être un peu compliqué à gérer. Je verrai si j'en laisse une partie, ou peut-être sur une longueur, de manière plus contrôlée, mais pour que ça fasse quand même une production de mûres qui est sympa. Ça produit quand même beaucoup, donc ça peut être intéressant. Ça fait une barrière naturelle aussi qui est pas mal sur tout un côté. Donc ce serait peut-être dommage d'enlever toute la ronce pour après remettre des poteaux et toute une clôture tout autour. Ce serait peut-être un peu dommage, quoi. Donc ça, c'est à voir. En tout cas, depuis que j'ai des terrains et tout, je réfléchis beaucoup plus à comment faire en sorte de les entretenir facilement, aménager pour que ce soit facile à l'entretien, plus que juste aménager pour que ce soit joli ou productif ou que ça respecte les principes de la permaculture et tout. Essayer de trouver aussi, en tout cas mettre le côté pratique dans l'équation, le côté où on n'a pas besoin de faire venir un tracteur avec des trucs compliqués pour pouvoir entretenir derrière d'autres choses, etc. Je trouve que ça joue quand même beaucoup. Et donc voilà. Donc on verra à quel point je laisse toute cette ronce ou pas. Alors l'objectif de ce terrain agricole, ça va être de diversifier encore plus mon activité agricole. C'est-à-dire que aujourd'hui je suis producteur de micro-pousses très majoritairement et je pense que ça va rester majoritaire. Je suis un petit peu producteur de fleurs comestibles, ça va augmenter. Et je vais produire un peu plus de diversité à côté. Donc ça va être des légumes, ça va être des petits fruits, ça va être des fruitiers, quoi. Donc en gros ça va être ça. Mais ça va quand même rester majoritairement micro-pousses. Il y aura forcément une partie plus rationnelle, plus production sur ce terrain-là. Et une partie aussi expérimentale avec des choses un peu plus variées, sûrement une zone avec un jardin forêt, etc. Donc des zones moins productives, en tout cas moins pratiques pour de la vente, qui vont être productives d'une certaine manière, productives de fruits, de biomasse, de biodiversité, de plein de choses. Mais on voit dans beaucoup de jardins forêts, forcément la récolte n'est pas très pratique. Et donc on ne peut pas se permettre de faire de la récolte nous-mêmes pour vendre derrière professionnellement. En tout cas, ça coûterait beaucoup trop cher en main d'œuvre généralement. Donc ce serait plus une partie perso, pour la famille, pour les proches, peut-être pour des extérieurs, mais voilà, ça reste en tout cas plus une partie que je compte pas dans un prévisionnel avec un chiffre d'affaires dédié, etc. C'est plus c'est du plus, quoi. Donc après je sais pas encore, là je vais réfléchir tout l'hiver sur le ratio entre la surface dont j'ai besoin pour produire et avoir un revenu derrière, et la zone où je peux me permettre de produire juste pour le kiff, pas mal de choses différentes et juste pour de l'expérimental. Ça, ce ratio je l'ai pas encore.
Sachant que, comme je disais, dans tous les cas, c'est quand même les micro-pousses qui vont me rémunérer. Mais si je peux avoir des activités de secours pour telle ou telle raison, c'est toujours mieux, je trouve. Alors on va revenir au point où je disais que ce terrain est en zone humide. Donc ça se voit par une végétation hydromorphe. Alors forcément j'ai accentué tout ça parce que j'ai débroussaillé tout autour et j'ai voulu laisser les lignes assez marquées, les lignes où il y a cette végétation là, parce qu'au final ça fait des baissières quasiment naturelles avec 20 cm, 30 cm de profondeur au maximum. Et donc ça draine entre guillemets une partie de l'eau, de l'excès d'eau du terrain, mais pas du tout la totalité. On a des zones ici où je suis dans une zone assez spongieuse, quoi. Et par contre, il y a d'autres zones qui sont avec une très bonne profondeur, une bonne terre de qualité, et où on peut planter des arbres qui auront un système racinaire intéressant. Il y a quand même pas mal de chênes autour, donc on n'est pas dans une zone complètement impropre à la culture. Et puis pour la partie maraîchage, je vais rehausser un petit peu certaines parties. Je vais voir s'il y a une nécessité de travailler sur des buts, sachant que si je peux éviter, je préférais parce que ça demande beaucoup de travail. À l'entretien, c'est un peu plus compliqué. Et pour les récoltes, pour pas mal de choses, sans parler de mécanisation lourde et motorisée, il y a quand même pas mal d'outils qui sont beaucoup plus pratiques à utiliser quand c'est une surface plane ou quasiment plane. On peut travailler sur des petites buttes comme des planches permanentes, mais au final c'est quasiment plan la planche. Alors que sur une vraie butte, une grosse butte qu'on voit dans les bouquins de permaculture, c'est quand même très dur de travailler dessus. C'est vraiment 100% de la main d'œuvre et du travail manuel, mais vraiment à la main et quasiment sans outils, quoi. Donc voilà, là on a une belle baissière derrière. Voilà. Donc il y a des baissières qui mènent, le terrain il est légèrement en plante vers le sud, et ça mène à une zone où là il y a une grosse végétation hydromorphe qui fait à peu près 500 mètres carrés, qui est un petit peu plus profonde que le reste. Quand je parle à ceux qui me l'ont vendu, qui ont le terrain depuis longtemps, ils m'ont dit qu'à une époque il y avait un étang ici, mais j'ai jamais réussi à retrouver des preuves ou des photos ou des photos satellites qu'on peut trouver sur Géoportail par exemple. Pour le coup j'ai jamais trouvé, mais l'idée ce serait de refaire un bassin à cet endroit là pour drainer l'excès d'eau et puis pour faire une rétention d'eau pour pouvoir la réutiliser pour la partie maraîchage quand il en manque un petit peu. Et donc voilà, ce serait entre 300 et 500 mètres carrés de surface. Et la profondeur, on verra en fonction de celle du cours d'eau qui est en dessous. Parce que pour des raisons de respect des lois en zone humide, il ne faut pas détourner un cours d'eau. Il ne faut pas en fait impacter tout ce qu'il y a autour de notre terrain. Donc voilà. Et donc comme je disais, la zone humide, il y a des inconvénients du fait qu'il y a de l'eau à gérer. Après, à la limite, moi je préfère qu'il y en ait trop que pas assez. Ça fait une gestion supplémentaire au début, un petit casse-tête au début. Mais au final, on aura quand même toujours de l'eau pour pouvoir irriguer les plantations, etc. Donc c'est quand même pas mal. Et les inconvénients, ils sont de deux types. L'une, c'est que ça fait quand même moins de surface pour de la production, parce qu'il y a tous ces aménagements d'eau. Et le deux, c'est le côté administratif. Vu qu'on est en zone humide, il faut demander des autorisations. Les autorisations, là, ça va être la DDTM, ça va être la loi de l'eau, etc. Et la mairie. Et donc ça complique pas mal le projet, même si a priori là mon projet est accepté et je suis en attente du courrier qui va vraiment confirmer le truc. Il faut jamais être trop crier victoire trop vite avec l'administratif et les administrations. Mais par mail c'était validé en tout cas. Et donc ça veut dire que voilà, je pourrais pas non plus faire ce que je veux, je pourrais pas agrandir mon bassin beaucoup plus, je pourrais pas gérer les profondeurs comme je le souhaite, et je pourrais pas impacter l'extérieur, c'est-à-dire peut-être que ça aurait pu être intéressant de choper l'eau des fossés ici
pour le ramener chez moi et pour arroser des cultures avant que ça parte dans, dans le cours d'eau qui est en contrebas. Donc juste faire un détour et pas forcément un prélèvement. La quantité d'eau de départ sera la même qu'à l'arrivée. C'est juste qu'elle sera utilisée plusieurs fois. Et ça on n'a pas le droit par exemple. Donc voilà, c'est un peu dommage pour certains trucs, mais c'est pas dramatique. En tout cas, je devrais m'en sortir si je respecte bien les choses. Et sinon, comme je disais, il y a des zones où il y a la terre, il y a une bonne profondeur. C'est une terre qui est argileuse, qui est assez lourde, qu'il faudra aussi gérer de la bonne manière là-dessus. Donc pour certains légumes, ça sera peut-être un peu plus compliqué. Pour certains travaux, ça va être un peu plus compliqué. Mais pareil, je pense qu'il vaut mieux avoir un peu trop d'argile que pas du tout et que du sable. Ça fera au moins des légumes qui ont du goût. Et ça, c'est déjà pas mal. C'est limite le principal. Et puis tant qu'on peut planter des arbres et tout, moi ça me va. Donc voilà. Vous me direz d'ailleurs si vous êtes intéressé que je fasse une vidéo sur les agencements, sur le design d'un terrain avec les principes de la permaculture, voir comment moi je m'y prends pour pouvoir faire différents choix. Vous me direz si ça vous intéresse et je ferai une vidéo dessus. Et sinon je passerai vite sur le sujet. Et sinon, quasiment le dernier point, au niveau administratif, je me pose pas mal. Aujourd'hui, je suis encore cotisant solidaire, j'ai mon entreprise individuelle de micro-pousses. Et l'idée, à la base, c'était de pouvoir garder mes droits à l'installation pour avoir la DGA quand j'aurai du terrain et que je pourrais avoir mon projet plus global. Et donc là, c'est le cas, j'ai le terrain, j'ai la surface qui est minimum pour que je puisse réaliser mon projet comme c'était prévu. Et donc là, je suis pas mal en réflexion de est-ce que je vais me lancer dans la DGA ou pas. Sachant qu'il y a pas mal d'aides quand même à la clé. Ça a augmenté cette année. Je pense en cumulé entre la DGA elle-même, la région, les aides à droite à gauche qu'on peut avoir parce qu'on est jeune agriculteur et tout. On approche des 40 000 euros sur 5 ans. Ce qui est quand même pas mal, surtout à mon échelle. Pour les petites installations, c'est quasiment la totalité des investissements nécessaires. Pour des grosses installations en laitier ou autre, ça représente plus une compensation de non-salaire les premières années qu'autre chose. Mais ça vient aussi avec des aides comme ça vient aussi avec son lot de contreparties. Déjà, c'est quand même des dossiers à faire au départ, pas mal de paperasse, pas mal d'administratifs, des trucs un peu lourds. On est obligé de passer par des organismes qui vont le faire plus ou moins à notre place ou pas quoi. En gros, ça varie entre 1000 et 2300 euros le prix des dossiers au départ, si on le fait en autonomie ou non. Il faudra avoir une comptabilité qui est quand même plutôt propre, un peu plus que ce qu'on peut avoir quand on est cotisant solidaire. Donc même si on n'est pas obligé de faire appel à un comptable, il faut quand même avoir un logiciel, un truc un peu propre et tout, donc ça coûte un peu d'argent aussi. On va être obligé de payer forcément des charges sociales en plus, donc c'est minimum 4500 euros par an. Alors on a des déductions dégressives les premières années, mais ça représente quand même un coût sur 5 ans qui est clairement pas négligeable par rapport à un cotisant solidaire qui va payer, je crois que c'est moi je dois payer 270 euros par an de base, et après tu as une variable sur ton chiffre d'affaires qui est vraiment pas énorme pour le coup. Et il y a peut-être quelques autres trucs aussi en plus qui font que en fait au bout de 5 ans, par rapport à être cotisant solidaire et peut-être toucher d'autres aides comme la CJA, qui est une aide assez récente que je ne connaissais pas avant les derniers rendez-vous à la Chambre d'agriculture, qui donne dans les 4000 euros par an d'aide pendant tes 5 premières années. Au final, sur 5 ans, ça fait pas une grosse différence quoi. Et donc voilà, donc je suis encore en hésitation, est-ce que je vais me lancer dans la DGA ou non, sachant que faire un dossier ça prend du temps, c'est du temps que tu n'as pas pour faire d'autres choses, pour produire, pour réfléchir, pour passer du temps avec ta famille, pour te reposer l'hiver et tout. Et puis ça te met une pression supplémentaire, vu que tu as une obligation de résultat au bout de 4 ans pour avoir un SMIC. Alors vu que je produis des micro-pousses depuis longtemps, je me fais pas trop de soucis là-dessus, mais c'est pas sûr que j'y arrive par le plan prévisionnel qu'on va plus ou moins m'imposer au tout début, puisque les micro-pousses c'est pas une culture qui est connue, où ils n'ont pas de référentiel et tout. Je sais qu'au tout début de mon installation,
Ils ne considéraient pas ça comme une culture professionnelle. Et donc, je ne pouvais pas vraiment le mettre dans mon plan prévisionnel. Il fallait que ce soit du maraîchage. Il fallait revenir avec des rentabilités au mètre carré du maraîchage sous serre qui n'ont absolument rien à voir avec les micro-pousses. Et donc, si je me retrouve dans la même situation où je dois au final avoir un SMIC, non pas avec les micro-pousses, mais avec du maraîchage, c'est plus du tout le même boulot que je dois fournir, ni le même temps de travail, ni la même labeur de manière générale. Donc voilà. Donc toutes ces questions me font réfléchir en ce moment. Et en gros, si je me lance, ce sera en janvier, et sinon ce sera dans quelques années, quoi. Mais dans tous les cas, je vais quand même forcément m'agrandir cet hiver, enfin déplacer ma serre, agrandir ma serre, l'aménager avec des nouvelles tables de manière plus pro. Donc ça va être vraiment top. Je vais pouvoir du coup agrandir ma production, pas que le matériel, mais quasiment doubler ma production, je pense. Voire peut-être même plus, tout va dépendre du début d'année. Je vais pouvoir agrandir mes diversifications, ça me plaît beaucoup. Faire des fleurs comestibles, autant en activité dans les principales, je suis pas sûr qu'on ait les débouchés en France suffisantes. Ou en tout cas en local, moi je pense pas être dans un coin où je pourrais vivre que des fleurs comestibles. Mais en diversification, franchement c'est top. Ça va hyper bien avec les micro-pousses parce que c'est les mêmes clients, il y a pas mal de choses qui sont similaires, c'est les mêmes. Les tarifs sont assez. On peut passer de l'un à l'autre au niveau des tarifs sans que ça fasse bizarre. Et donc, et puis c'est hyper sympa à travailler avec des fleurs comestibles. Quand tu vas récolter tes petites fleurs de bourrache le matin, et que tu es entouré d'abeilles ou de plein d'autres insectes, je trouve que ça fait vraiment plaisir. Et ça, c'est cool. Donc voilà, je vais faire plus de légumes aussi. Là, j'en ai quasiment pas fait. J'ai fait en gros, j'ai fait peut-être 10 planches de 10 mètres de long. Ce qui n'est, c'est pas rien non plus, mais voilà, ça reste du grand potager. C'était très sympa, ça faisait plaisir. Et je verrai par la suite à quel point j'augmente l'année prochaine, sachant que ce sera pour le coup ça très progressif, parce que toute cette partie, tout ce terrain-là, vu qu'il y aura des baissières qui vont être creusées, qui vont être accentuées, vu qu'il y aura un étang qui va être creusé, il y aura au final pas mal de passages d'engins qui vont impacter le sol, qui vont impacter pas mal de choses. Et donc il y aura un peu une remise à plat au printemps. Et je pense que je vais plus commencer par mettre des engrais verts, mettre des plantes pionnières, mettre des arbres et tout pendant un an avant de commencer une vraie production sur ce terrain-là. Donc je pense que l'année prochaine, tout se passera sur le petit terrain. Et là, ce sera vraiment le tout début de quelque chose, mais il n'y aura rien de productif, en tout cas ma première année, quoi. Donc voilà, pas mal de choses au programme. Il y aura peut-être une embauche aussi l'année prochaine, ça je verrai, ça dépend de la taille de production que je compte faire. Ça va pas mal dépendre de ça. Mais en tout cas, moi j'aimerais bien. En tout cas, ça prend forme, ça fait plaisir. Merci à tous de votre soutien, merci d'avoir vu cette vidéo jusqu'au bout. Et bon courage pour la suite, pour vos projets. Et puis à très vite.